Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast où on va parler douleur du poignet, douleur de la main lors de la pratique de yoga. Ce sont des douleurs extrêmement fréquentes et nous allons voir comment y remédier. Je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, je suis passionnée de yoga et vous retrouverez l'intégralité de mes articles sur mon blog adaptersonyoga.com. Alors, aujourd'hui, je m'attaque à un sujet vraiment fréquent et dont j'ai fait les frais moi-même, qui est les douleurs de poignet. Alors, particulièrement dans les postures d'appui sur les mains, dans un chien la tête en bas par exemple, ou une planche. Et on a très souvent mal au poignet, mal aux mains. Et donc, on va voir que ces astuces-là, en fait, on peut les utiliser dans d'autres pratiques sportives, que sont le pilate ou la gymnastique, parce que même un exercice à quatre pattes, très fréquemment, fait mal au poignet dès qu'on approche de la cinquantaine. C'est très fréquent que nos patients s'en plaignent. Essayons de comprendre un tout petit peu au niveau anatomique pourquoi le poignet est si fragile. Alors, figurez-vous que le poignet, c'est rien de moins que 8 petites os qui s'articulent entre eux. Ce sont vraiment des os de faible dimension, avec des petites surfaces articulaires. Et donc, quand on leur impose tout le poids du corps, ou une grande partie du poids du corps, on comprend que cette petite surface articulaire a des difficultés à absorber autant de poids de contraintes mécaniques. Donc j'ai 8 petits os qui s'articulent entre eux, mais qui en plus vont s'articuler avec les deux os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, qu'on appelle maintenant ulna. Et puis ces 8 petits os vont aussi s'articuler avec les 5 os métacarpiens de la main, de la paume de la main. Donc, vous voyez, dans une toute petite partie de corps, si vous regardez les plis de flexion au niveau de votre poignet, vous avez déjà 15 os qui s'articulent là, avec des tout petits mouvements très subtils. Donc, il n'est pas rare que lors d'une chute ou d'un faux mouvement, vous ayez pu, entre guillemets, déplacer deux surfaces articulaires et que vous ayez une petite lésion au niveau de votre poignet. C'est assez fréquent. Donc d'abord, le poignet a besoin d'être échauffé pour que ces petits os entre eux s'articulent correctement. Il y a l'os, qui dit os dit cartilage, donc la zone de contact entre les os, mais par-dessus on rajoute des tissus mous, c'est-à-dire les capsules, les ligaments, les fascias, les tendons, les muscles. Et évidemment, je peux avoir une entorse, je peux avoir une lésion, une tendinite, je peux avoir une lésion sur chacun de ces tissus mous. Ça me fait beaucoup de possibilités quand même. Puis on rajoute par-dessus ça, les nerfs, les artères, les veines. Donc je ne vous citerai qu'une pathologie de la main, qui est celle du canal carpien, dans laquelle le nerf qui passe dans le canal carpien se trouve comprimé et donc donne des douleurs d'irradiation, de fourmillement dans les premiers doigts de la main, 1, 2, 3, pouce index majeur. Donc, vous comprenez, c'est une zone fragile sur laquelle on va mettre beaucoup de poids dans les exercices à quatre pattes. Ainsi, les pathologies du poignet sont fréquentes. Alors, en yoga dynamique, on aurait jusqu'à un quart des élèves qui se plaindraient de douleurs de poignet. Alors, on a vu qu'il y avait donc ce trouble du canal carpien, qui était très fréquent, mais sachez également qu'il y a de nombreuses tendinites au niveau de la main et surtout au niveau du coude et de l'épaule. Un mauvais placement de la main, il faut que vous compreniez qu'il a des répercussions sur les articulations en amont. Ensuite, les chiffres de l'assurance maladie en France sont que les douleurs de poignet représentent 38% de tous les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, ce sont toutes ces atteintes de ces fameux tissus mous dont je vous ai parlé. Tout ce qui est autour de l'os et de l'articulation. Donc le muscle,
le tendon, le ligament, le nerf, tout ça va être en souffrance. Alors, je vous ai dit que le canal carpien était très représenté, mais nous avons également beaucoup d'atteintes du membre supérieur avec le fameux syndrome de la coiffe des rotateurs, vous savez, à l'épaule, 30% des troubles musculo-squelettiques quand même, et puis les tendinites du coude sont très fréquentes, ce qu'on appelle le tennis elbow. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand même à ces membres supérieurs. Il y a beaucoup de pathologies et elles sont pénibles à traiter. Alors, qui est concerné habituellement par ces douleurs de membres supérieurs? Alors, on a l'habitude de dire « oh, c'est le travail sur l'ordinateur ». Oui, mais pas que. Le travailleur de force ou avec son marteau-piqueur est quand même bien le premier concerné. Celui qui va recevoir des vibrations ou qui va être amené à répéter une tâche à longueur de journée, type poncer, peindre, ou bien à rester très statique, va avoir plus tendance à faire des troubles musculo-squelettiques. Sur le poste informatique, en général, le vrai gros problème, c'est le travail avec la souris. Par exemple, moi je vous ai dit également que j'avais souffert de douleurs de poignet et c'était lié au fait de masser énormément mes patients. Ces massages répétés à longueur de journée me donnaient des douleurs dans les poignets, et bien avant 40 ans d'ailleurs. Et bien quand j'allais ensuite pratiquer le yoga, j'avais énormément de douleurs dans les poignets. C'est en ça que vous devez comprendre le rôle de surcharge du poignet. C'est-à-dire que si dans votre journée professionnelle ou de loisirs, vous avez déjà énormément surchargé votre poignet en ayant une activité qui contraint la main, par exemple poncer, bricoler, jardiner, c'est terrible pour les poignets de désherber, par exemple de tirer sur l'herbe, le fait de fermer la main, de tirer avec force, ça donne énormément de douleurs de poignet. Il y a aussi la fédulogie, celle qui passe sa journée, ou celui qui passe sa journée à frotter, c'est exactement la même chose, elle contraint sa main et son membre supérieur. Donc posez-vous la question, avant d'arriver en cours de yoga, quelle a été la quantité d'efforts que votre main a déjà accumulé dans la journée. Ces douleurs-là, de main, de coude ou d'épaule, elles vont être pénibles à traiter. Et donc il vaut mieux travailler en prévention. Il vaut mieux ne pas les laisser s'installer. La difficulté, c'est que parfois, les douleurs tendineuses, si vous avez une tendinite au niveau de la main, elle peut s'exprimer en début de cours de yoga. Et puis, quand vous allez être chaud dans l'effort, vous allez l'oublier, ça va aller mieux. Donc, vous n'allez pas la traiter. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la tendinite, si elle n'est pas du tout soignée, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir sans doute de plus en plus de temps pour que la douleur passe au cours de l'effort. Et puis peut-être au bout d'un moment, même, elle passera plus du tout pendant le cours de yoga, cette douleur tendineuse. Et puis, peut-être après, elle passera même plus entre les cours de yoga. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est que les gens viennent nous consulter en général à ce moment-là, quand la douleur, elle est presque dans tous les mouvements de la vie. Alors que souvent, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ça fait des mois que ça a commencé, en fait. Voilà. Si vous pouvez, prenez-la au sérieux dès le début et installez mieux votre main. On va voir maintenant comment s'y prendre. Alors d'abord, vous pouvez vous demander si vous avez assez de souplesse dans la main. Parce que vous avez compris que par exemple, quand vous faites un 4 pattes, non seulement il faut mettre du poids sur les mains, mais en plus les mains sont en position d'étirement. C'est-à-dire qu'elles sont, je vais vous dire simplement, mais à angle droit, ce qu'on appelle une extension de poignet, et les doigts sont tendus. Être à angle droit avec les doigts tendus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette souplesse-là pour se positionner correctement. Donc vous pouvez faire le test, vous pouvez faire une prière et vérifier si vous avez la capacité à mettre vos poignets à angle droit, doigts tendus. Si ce n'est pas le cas, d'abord essayez de gagner un petit peu de souplesse dans vos doigts. Sinon, vous allez pouvoir utiliser une brique. L'autre chose, c'est que
beaucoup de postures en équilibre sur les mains sont exigeantes. Par exemple, on peut prendre celle du corbeau ou les équilibres. Et que pour arriver à ce type de posture, il faut une grande force abdominale, une maîtrise des bandhas, un placement du souffle et il faut beaucoup de force aussi dans les membres supérieurs. Peut-être qu'il est trop tôt pour vous, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à la réaliser. Dans ce cas, simplifiez la posture. Faites des variantes plus simples. Gardez les pieds au sol. Typiquement dans un corbeau, vous n'êtes pas obligé de décoller les orteils. Vous pouvez vous entraîner à bien comprendre le placement des cervicales, à bien comprendre la prise d'appui et garder le bout des orteils au sol au début. Voici mes 10 conseils pour protéger vos poignets lors du cours de yoga. D'abord, faites une analyse critique de la charge que vous imposez à vos mains. Lors des appuis, y a-t-il un excès de charge? Est-ce que vous mettez trop de poids sur vos mains? Avez-vous la souplesse pour réaliser l'angle droit, doigt tendu? Est-ce que votre posture est assez construite à distance et notamment au niveau des bandhas? Et est-ce que vous utilisez trop votre main dans la vie de tous les jours? Faites-vous déjà ce bilan-là et voyez sur quels facteurs vous pouvez jouer pour diminuer les douleurs. Alors, ensuite on y va. On va commencer par s'échauffer les poignets et les doigts. C'est vrai qu'en yoga, on s'échauffe finalement assez peu. Et vous avez vu que c'était souvent dans les cours de yoga dynamique, où il y a beaucoup de prise d'appui sur les mains, dans les chaturanga, les chiens la tête en bas, qu'on a mal aux poignets. Or, on s'échauffe assez peu en général dans ces cours de yoga, si ce n'est qu'on commence par une salutation au soleil plus lente, très classiquement. Donc rien ne vous empêche de vous échauffer les mains. Je vous ai fait une petite vidéo que vous retrouverez facilement sur le blog avec les étirements des mains. Globalement, c'est très simple. Vous pouvez faire des moulinets au niveau de vos poignets, les paumes de main bien collées. Vous pouvez faire des prières pour étirer l'extension, puis vous pouvez faire rentrer les doigts en dedans. Et le but du jeu, si vous voulez, c'est d'aller chercher un peu des amplitudes, de la mobilité dans les poignets, sans mettre de poids au début sur les articulations. Et puis dans votre échauffement, vous allez essayer de connecter les mains aux épaules et au thorax parce que vous allez devoir créer une ligne d'énergie, vous allez devoir trouver de la force dans les mains, dans les bras qui provient du dos. Donc faites quelques mouvements type bras en cactus, bras en chandelier pour trouver la connexion entre vos omoplates et vos mains. Ensuite, vous pouvez aligner vos poignets. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas toute l'amplitude de votre poignet cassé en extension à 90 degrés, vous pouvez prendre appui sur vos poings. Vous savez, vous prenez appui sur les phalanges et ainsi votre poignet est absolument aligné. Il n'est pas en extension, il est dans son axe et il supportera beaucoup mieux la prise d'appui. Il est évident que vous devez retirer vos bagues pour cela. Ensuite, vous pouvez utiliser des briques, mais encore faut-il savoir les utiliser. La première manière de les utiliser, c'est de les utiliser pour relâcher les doigts. Vous placez votre main sur la brique de sorte à ce que votre poignet soit en extension, donc poignet cassé à 90 degrés, mais les doigts relâchés, souples au bord de la brique. Le fait d'avoir les doigts en flexion va limiter les contraintes que vous imposez à votre poignet. C'est très différent d'avoir les doigts ouverts comme une étoile de mer ou les doigts repliés. Donc vous pouvez essayer d'avoir le poignet en extension mais les doigts repliés grâce à la brique. Si vous ne comprenez pas précisément ce que je veux vous dire, regardez la photo sur mon blog adaptersonyoga.com. Ensuite, vous pouvez utiliser les briques simplement pour vous donner de la hauteur parce que en simplifiant un petit peu la posture, ça va vous permettre de répartir mieux le poids du corps. Puisque la posture sera plus simple, vous aurez le choix de ne pas mettre tout le poids sur vos mains, mais d'envoyer un peu le poids vers les pieds. Ce sera plus simple puisque vous vous aiderez par la brique. Donc la brique vous aidera indirectement en vous permettant de mieux répartir le poids du corps. Puisque ça, c'est l'autre conseil. Vous devez, dans toutes les postures, envoyer plus de poids vers les membres inférieurs, que ce soit les genoux ou les pieds, et quelle que soit la posture.
Donc même dans un 4 pattes, vous pouvez reculer le bassin vers les pieds et ça donnera moins de poids sur vos mains. Vous pouvez le faire également dans un chien la tête en bas. Souvent les débutants tendent les jambes dans le chien la tête en bas et mettent trop de poids sur leurs mains. C'est pour ça qu'ils fatiguent beaucoup. Alors évidemment, pour pouvoir mettre plus de poids sur les pieds en chien la tête en bas, si on est débutant et qu'on est donc un petit peu raide, il faut simplement accepter de plier les genoux. Vous pliez les genoux et vous mettrez très facilement du poids sur vos pieds. Ensuite, vous devez travailler tout l'ancrage de la main. Vous devez ouvrir les doigts en étoile de mer. Ça veut dire que tous les doigts doivent être écartés. Si vous avez un petit peu d'arthrose dans le pouce déjà qui est installé, vous aurez sans doute du mal à écarter le pouce. Alors, seulement à cette condition, vous pouvez rapprocher le pouce de l'index. Mais sinon, essayez vraiment d'écarter vos 5 doigts. Vous créez de l'espace dans tous les doigts. Ensuite, vous allez essayer de poser toute la main à plat sur le tapis. Ça signifie que vous allez essayer de poser les pulpes. Vous allez essayer de poser aussi la bosse, le coussinet qui est sous le pouce. Souvent, une erreur est de mettre les mains en coupelle. Ça signifie que tout le poids se retrouve sur la partie du petit doigt, sur la paume, mais côté petit doigt, et les doigts sont peu en contact, et la région du pouce et de l'index, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas au contact du tapis. Donc replacez bien toute la main sur le tapis et notamment toutes les têtes de métacarpiens, c'est-à-dire tous les coussinets à la base des doigts. Voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, vous devez repousser le sol jusqu'aux omoplates. Et vous ne devez pas vous laisser écraser par la posture. Vous devez vraiment sentir que vous prenez appui pour repousser le sol. Et puis, vous allez devoir utiliser un petit peu mieux vos bandas. Vous allez utiliser la force du périnée et la force de l'abdomen parce que ça va vous permettre de répartir les appuis, notamment vers les pieds. Ça veut dire que toutes les postures sans appui sur les mains, comme celle du bateau, Navasana, va vous permettre de renforcer votre force de l'abdomen et du périnée et donc va vous permettre d'être plus à l'aise dans toutes les postures en appui sur les mains. Elles sont très complémentaires. Alors la petite ruse, si vraiment vous ne supportez pas l'appui sur les mains, c'est également de réaliser toutes les postures en appui sur les coudes. Ce sont des variantes qui existent dans quasiment toutes les postures et qui en général sont au moins aussi toniques. Donc vous y gagnerez puisque vous allez renforcer vos bandas en travaillant en appui sur les coudes, vous n'aurez pas mal aux mains et progressivement vous allez réussir à réintroduire des appuis sur les mains. Enfin, mon dernier conseil, c'est de répartir les appuis au cours de la séance. Donc je vais prendre l'exemple du cours d'Ashtanga. Donc moi je pratiquais de l'Ashtanga, je vous ai expliqué, je massais toute la journée, j'arrivais fatiguée le soir à mon cours d'Ashtanga qui débutait en général par 8 à 10 salutations au soleil avec des chaturanga. Et cet enchaînement d'emblée me réveillait vraiment beaucoup de douleur dans les poignets. Et ensuite, il y avait toute cette série de vinyasa à intercaler entre chaque posture que de fait, je ne pouvais pas bien réaliser parce que j'avais, entre guillemets, utilisé toutes mes cartouches, toute ma capacité d'appui dès le début du cours. Et puis, j'ai arrêté de pratiquer, avec le confinement, j'ai arrêté de pratiquer l'ashtanga, je me suis plus tournée vers le vinyasa. Et notamment, j'ai pratiqué beaucoup plus toute seule et je ne me suis pas imposée, parce que aussi je suis un peu paresseuse, faut l'avouer, les 8 salutations au soleil d'emblée, d'affilée. Je les ai réparties au cours de ma pratique autonome et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire la même quantité de postures, simplement je la répartissais mieux dans mon temps de travail et personnellement, ça ne me pose aucun problème puisque je ne suis pas une puriste en yoga. Voilà, j'ai une analyse biomécanique et rationnelle et je préfère modifier un petit peu ma série plutôt que de souffrir au niveau de mes mains. Surtout que c'est mon outil de travail pour encore quand même une bonne vingtaine d'années.
Alors, moi, je ne peux que vous conseiller de travailler en préventif. Ne laissez pas ces douleurs s'installer parce que sachez qu'elles sont rebelles et difficiles à traiter ensuite. Le canal carpien, par exemple, se traite souvent malheureusement de manière chirurgicale. Au travail, vous pouvez utiliser du petit matériel ergonomique. Il y a des protèges-poignets, des repose-poignets, des souris verticales. Si vos douleurs sont déjà installées, quand même, intéressez-vous à votre alimentation. De manière générale, cherchez une alimentation alcalinisante. Intéressez-vous à votre hydratation. Est-ce que vous buvez assez? Et puis, essayez de mieux répartir la charge de travail que vous imposez à vos mains pendant votre cours de yoga, mais aussi en dehors de votre cours de yoga. Pratiquez des étirements des mains, des bras et de la région thoracique. Les cervicales sont également très importantes pour libérer tout le bras. Donc il y a beaucoup de douleurs du bras qui proviennent des cervicales. En yoga, vraiment, échauffez-vous, simplifiez les postures en posant un genou à terre si vous avez besoin ou en utilisant les briques et construisez les postures, augmentez la puissance de vos bandhas, la force dans vos bandhas et petit à petit vous arriverez de plus en plus à prendre les appuis au niveau de la main Hasta Bandha. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur les douleurs de poignets en yoga et les solutions qu'on pouvait apporter. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà souffert de vos poignets en yoga et quelles solutions vous avez trouvées. C'était Muriel du blog adaptersonyoga.com. À bientôt!